J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Nous sommes le 17 septembre 1981. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un homme s'avance. Il va demander l'abolition de la peine de mort en France. Cet homme, c'est Robert Badinter, garde des Sceaux sous la présidence de François Mitterrand. Et ce jour-là, il ne défend pas une loi, il incarne une idée, une thèse. Son combat, il parle calmement, mais chacun sent que l'histoire de France s'apprête à basculer. Comment une parole devient-elle symbole? Comment un discours devient-il destin? Et surtout, comment un homme seul, contre l'opinion du peuple, parvient-il à faire taire 2 siècles de tradition judiciaire pour parler au nom d'une voix qu'il estime juste? Dans cet épisode, nous allons comprendre comment Robert Badinter illustre la loi numéro 13 du discours magnétique. Un bon orateur ne défend pas une thèse, il la devient. The nation was founded by men of many nations and backgrounds. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Pour bien comprendre, il faut revenir 9 ans plus tôt, le 28 novembre 1972 à l'aube, dans la cour humide de la prison de la Santé. 2 hommes sont conduits vers la guillotine, Claude Buffet et Roger Bontemps. Buffet est un criminel qui a assassiné. Bontemps ne l'est pas. Il était complice, oui, mais pas meurtrier. Mais la justice les a condamnés tous les deux, de corps, pour une même peine, pour une même guillotine. Robert Badinter est là, il a plaidé jusqu'à la dernière minute, il a espéré jusqu'au bout une grâce présidentielle pour que l'on épargne Bontemps. En vain. À 5h du matin, quand la lame s'abat, ce n'est pas seulement un homme qui meurt, c'est une certitude qui s'effondre. La certitude que la justice française, dans toute sa solennité, ne pouvait pas se tromper. Badinter regarde la scène et il comprend que le droit peut condamner un innocent et qu'aucun code, aucun juge, ni aucun président ne pourra jamais rendre la vie à celui qu'on a tué. Et dans ce froid du petit matin, quelque chose se brise en lui, ou peut-être né. L'image de son client, la tête coupée, ne le quittera jamais. Elle le hantera, deviendra brûlure, dette, puis serment. Plus jamais ça. Car si la justice venait de prouver qu'elle pouvait faire erreur, la mort, elle, ne jugeait jamais 2 fois. À partir de cet instant-là, Badinter ne plaide plus pour gagner des procès. Il plaide pour empêcher qu'un autre homme soit tué au nom d'une justice faillible. Car si la justice est humaine, alors elle peut se tromper. Et si elle peut se tromper, alors elle n'a pas le droit de tuer. 1977, 5 ans ont passé, mais la blessure, elle, ne s'est jamais refermée. La France tremble de colère et d'indignation. Un enfant de 8 ans a été enlevé puis assassiné. Son nom, Philippe Bertrand. Son meurtrier, Patrick Henry. L'affaire déchaîne le pays. Les journaux hurlent, les foules réclament la mort. Il faut qu'il paie, dit-on. Il faut qu'il soit guillotiné, entend-on dans les rues. La loi du talion est réclamée. Une vie contre une vie. Et dans cette tempête, Robert Badinter fait un choix impensable. Il décide de défendre le meurtrier que l'on veut tous condamner à mort. Non pour nier sa culpabilité, mais pour refuser qu'un autre homme meure encore au nom du droit. C'est un geste d'un courage absolu, parce qu'en ce moment-là, défendre la vie de Patrick Henry, c'est s'exposer à la haine d'un pays entier. Auriez-vous, vous qui m'écoutez, souffert les lettres d'insultes, les menaces de mort à répétition, une bombe même posée sur le palier de votre appartement, et subir le regard et le jugement de la foule, exprimant la même incompréhension? Comment peut-on vouloir autant défendre un homme qui assassine un enfant? Comment peut-on vouloir autant défendre un tel monstre?
Mais Badinter ne défend pas un monstre, il se bat pour la limite. Cette frontière invisible qui sépare la justice de la vengeance. La société peut trembler, hurler et réclamer du sang. Badinter sait que ce n'est que l'expression de la douleur, de la colère et de la peur. Il sait que c'est précisément là que la justice doit se dresser, non pas contre les coupables, mais contre les excès, contre cette part primitive qui sommeille en chacun de nous et qui voudrait confondre punir et éliminer. Le rôle de la peine n'est pas d'apaiser la foule ou d'avoir son opinion sur le réel. La peine ne doit jamais devenir le miroir de la vengeance, car elle cesserait alors d'être la lumière de la raison. Devant les jurés, il ne plaide pas l'innocence, il plaide la mesure. Et tout le pays retient son souffle. Juste un homme face à 12 jurés. Et il sait bien qu'ils ont tous vu les photos, lu les journaux, ressenti la colère et la nausée. Et c'est à cette part-là de leur cœur qu'ils s'adressent, cette responsabilité. Vous seul, ici, qui avez le droit de vie et de mort sur cet homme, l'empêcheriez-vous de devenir meilleur? Qui sommes-nous pour juger de la vie d'un homme? Et contre toute attente, le verdict tombe. La réclusion à perpétuité. Patrick Henry échappe à la guillotine. Dans la salle, un murmure glacé. Certains pleurent de rage. Badinter baisse les yeux. Il ne triomphe pas, car il n'a pas gagné un procès. Il a fait valoir un principe. Si la justice peut pour cette toute première fois choisir la vie, à l'instant où tous réclament la mort, alors quelque chose est possible. Alors peut-être qu'un jour, la France pourra abolir définitivement la peine de mort. 17 septembre 1981, François Mitterrand vient d'être élu. Et le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, porte enfin son combat jusqu'à la tribune. L'Assemblée nationale est pleine, les caméras sont là, la majorité du pays est contre lui. Et il le sait, ce qu'il va dire ne plaira pas, mais ce qu'il va dire doit être dit. D'emblée, il installe un double ethos. D'abord l'éthos d'État, en tant que garde des Sceaux qui assume, et l'éthos de témoin, l'homme qui a vu et combattu la mort. Et ce cumul n'est pas décoratif, c'est la condition suprême de la loi numéro 13. La fonction garantit la voix, la blessure authentifie le sens. La personne et la thèse se superposent, il prononce. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Un seul mot commande le reste. Honneur. Le ministre ne s'autorise pas de son opinion. Il s'oblige à la hauteur de la charge. La cause n'est pas un choix, c'est un devoir. On quitte l'arène politique pour la dignité d'un service rendu au droit. Et surtout, il n'oppose pas une morale à une autre. Il neutralise la vengeance par la logique. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable. Parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible. La peine de mort est moralement inacceptable. Et cela par deux phrases. Aucun homme n'est totalement coupable. Aucune justice n'est totalement infaillible. Deux absolus sont niés. Reste une peine absolue, la mort. Dès lors, la conclusion s'impose, nue, irréfutable. Une institution faillible ne peut pas infliger une peine irréversible. Les verbes aussi sont révélateurs. Il ne dit pas « ne doit pas », qui révélerait une exigence morale, mais « ne peut pas », qui incarne une impossibilité de principe. Il joint l'irréversibilité de la peine à la faillibilité humaine, en produisant donc un oxymore normatif. Justice de mort. Deux mots qui ne peuvent coexister sans contradiction interne. La pensée est contrainte de se réaligner. Si la justice veut demeurer justice, alors elle doit renoncer à tuer.
Il ouvre ainsi le plan philosophique de son argument central. Le pouvoir de vie et de mort n'appartient à aucun homme, à aucun État, surtout de ceux qui se revendiquent garants des libertés fondamentales. Et que proprement la démocratie n'est pas la toute-puissance de la majorité. C'est l'auto-limitation d'un pouvoir qui, se sachant faillible, se refuse les gestes irréparables. Empêcher la perfectibilité d'un être, c'est nier la dignité même qui fonde le droit. La peine capitale n'est pas seulement un excès répressif, c'est une négation de l'avenir. Une justice qui ôte la vie empêche l'homme de devenir meilleur. Ainsi, par cohérence républicaine, par respect du principe de dignité, par reconnaissance de la perfectibilité humaine, l'État doit se déposséder du pouvoir de tuer. Mais Badinter le sait, l'objection la plus tenace, la plus viscérale, n'est pas rationnelle. Elle est affective. C'est celle qui dit ce qu'il a fait est trop atroce, il faut qu'il paie. C'est celle qui confond la violence du crime à la nécessité du châtiment. Et c'est contre cette confusion qu'il érige son discours. Car si la justice se modèle sur la douleur, elle cesse d'être justice. Elle devient l'écho de nos blessures, non la forme de notre raison. Il dit « Et ressentir au profond de soi-même le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime recule dans la société. Cette sensibilité, ce combat-là, n'implique pas la nécessité de la mise à mort du coupable. » Dans cette phrase, tout est contenu. La compréhension du pathos, mais surtout son refus d'être le moteur. Il reconnaît la légitimité du cœur, mais rappelle que la justice ne siège pas dans le cœur. Elle siège dans le droit. Si la loi cède à l'émotion, elle cesse d'être universelle. Elle devient relative, subjective, contingente à la douleur du moment. Et là où chaque douleur devient une norme, le droit se dissout, la société se fragmente et la justice redevient un réflexe individuel. Ce serait un retour à l'état de nature, celui où chacun juge selon sa peine, non selon la loi. Et surtout, il ajoute que les parents, que les proches, eux, souhaitent cette mort. On le comprend, on le conçoit, et je m'y associe comme nous tous. Mais c'est une réaction humaine, c'est une réaction naturelle. Et tout le progrès de la justice a été dans l'histoire de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion. Tout est dit. La peine de mort n'est qu'une réponse simpliste qui ne répare rien. Elle n'est que le reflet primitif de la douleur. Car lorsque l'État tue, il ne frappe pas un seul homme. Il frappe tout un cercle d'innocents qui, eux, n'ont rien fait. Les proches du condamné portent à leur tour la honte, la perte et la ruine d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Pour Badinter, tuer un meurtrier, ce n'est pas défendre une victime, c'est même peut-être bien pire, c'est reproduire le geste que l'on condamne. C'est espérer que la mort venge la mort, alors qu'elle ne fait qu'en prolonger la logique. Là encore, la parole se fait philosophie du pouvoir. Elle rappelle que juger n'est pas ressentir. Juger, et c'est en cela que la justice se distingue de la vengeance, et que l'État, en abolissant la peine de mort, ne s'affaiblit pas, il se civilise. La République n'a point besoin de sang, mais de principes. Et si la peur de mourir retenait les meurtriers, il n'y aurait jamais eu de crime, de fanatisme, ni de guerre. Celui que l'on condamne à mort est par définition celui dont la peur de la mort n'a pas retenu. Et face au terrorisme, l'illusion devient d'autant plus cynique. Mettre à mort un terroriste, c'est parfaire son œuvre, c'est le transformer en symbole, faire de son sacrifice un drapeau. C'est parler son langage, celui de la violence et du martyre. Or, la démocratie ne parle pas cette langue. Elle ne tue pas pour se défendre. Elle se défend proprement pour ne pas tuer. Elle ne prouve pas sa force en imitant la barbarie, mais en refusant d'y ressembler. Et c'est là que le discours de Badinter dépasse la politique pour toucher au sacré. Que la République ne se définit pas
par sa capacité à punir, mais se dresser à la hauteur de ce qu'elle prétend incarner, une nation civilisée. Le 18 septembre 1981, le vote tombe. 363 voix pour, 117 contre. La loi est adoptée. 12 jours plus tard, le Sénat confirme. Et le 9 octobre 1981, la France abolit enfin la peine de mort. Ce vote n'est pas une victoire parlementaire. C'est une nouvelle manière de penser la justice. Badinter n'a pas gagné un débat d'idées. Il a déplacé le terrain même de la décision. Par ce discours-là, la France n'a pas seulement aboli la guillotine, elle a aboli la confusion entre la justice et la vengeance, entre la douleur et la loi, entre la peur et la raison. Quand il dit « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. » Il ne prophétise pas, il scelle, il ne promet pas, il consacre. Ce « demain » n'est pas un souhait, c'est un acte. Il place la main des députés dans la phrase. Il les rend auteurs du futur qu'il nomme. C'est toute la performativité ultime du verbe. La parole crée le réel. La chorégraphie des pronoms, elle aussi, est cruciale. Je demande, c'est la charge qui est assumée. Vous voterez, la responsabilité assignée. Et nous tournerons les pages sanglantes. La communauté qui bientôt se fond. Et l'homme qui portait cette parole est devenu bien plus qu'un ministre. Il est devenu figure. Badinter a incarné la cohérence absolue. Chaque mot prononcé renfermait une réalité qui avait été vécue. Ses mots, sa vie, son ton, son regard, tout disait la même chose. C'est cette correspondance entre la biographie et le verbe qui lui a conféré cette autorité rare. Robert Badinter n'a pas exposé une idée, il est devenu cette idée. L'abolition n'est plus un concept qu'il défend, elle devient une forme de lui-même, un prolongement organique. Et c'est proprement ce que nous enseigne la loi numéro 13 du discours magnétique, l'éthos de vérité. Le moment où la parole cesse d'être un outil de persuasion, où le discours n'est plus seulement un texte à lire, où la conviction n'est plus seulement une succession d'arguments. Badinter est l'incarnation de l'abolition. Il est l'abolition. Il devient le rappel de ce que le mot justice doit signifier. Son discours n'est pas ornemental, il est ontologique. C'est une parole où l'être et le dire ont fusionné, où le sens et la chair sont indissociables. Et c'est cela, au fond, que toute éloquence vise. Ne pas seulement produire des effets, ne pas seulement dire la vérité, mais bien devenir cette vérité. Et cette correspondance parfaite entre l'homme et sa parole explique pourquoi, plus de 40 ans après, la voix de Badinter continue de résonner. Parce qu'au moment où la France vote, ce n'est pas seulement une loi qu'elle adopte, c'est un homme devenu symbole qu'elle consacre. Et dans cette fusion rare entre l'histoire personnelle et la parole publique, Robert Badinter a cessé d'être un simple orateur. Mais il est devenu une parole incarnée, une parole qui, se remémorant le coupé tranchant de la guillotine, a sanctifié la justice. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire, à vous, Robert Badinter ? Tu as fait ce que tu as pu. Entre. Vous qui m'écoutez, que vous soyez élu, dirigeant, cadre ou entrepreneur, vous n'êtes en réalité pas si loin de Robert Badinter. Parce que vous aussi, vous portez une thèse. Peut-être pas une thèse politique, peut-être pas une thèse morale, mais une conviction, une idée centrale autour de laquelle tout votre rôle s'organise, qui vous importe d'incarner et de la défendre. Et comme lui, vous savez ce que c'est d'avoir à parler quand tout vous pousse à vous taire, de devoir tenir une parole que l'on ne comprend pas toujours, mais que l'on sent juste, de dire non, pas pour séduire, mais pour affirmer une vision que l'on ressent plus grande que soi. C'est ici que cette loi numéro 13 vous concerne aussi. Elle affirme que votre autorité ne vient pas de votre fonction, ni même de votre expertise. Elle vient de votre alignement, de cette exactitude entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous êtes. Badinter
a aboli la peine de mort, c'est vrai, mais ce qu'il a vraiment accompli, c'est un acte de transformation ontologique. Il a fusionné avec son idée, à tel point qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on dit Robert Badinter, on n'entend pas seulement un nom, mais une valeur de justice, de mesure et de dignité. Et c'est le commun des figures qui deviennent éternelles et qui entrent au Panthéon. Elles ne survivent pas à travers ce qu'elles ont fait, mais à travers ce qu'elles ont incarné. Et c'est ça, la puissance du discours magnétique. Faire de votre personne le vecteur d'une idée qui vous dépasse. Et vous, qui m'écoutez, qui dirigez, influencez et décidez, vous êtes confronté à cette exigence-là chaque jour, quand vous devez annoncer une décision difficile, quand vous devez défendre une vision que personne ne comprend encore, quand vous devez incarner la stabilité au milieu du chaos, quand vos équipes vous regardent, non pas pour savoir ce que vous pensez, mais ce qu'ils doivent croire. C'est dans ces moments-là que vous devez devenir votre thèse. Quand vous parlez de courage, il faut être courage. Quand vous parlez d'équité, il faut être juste. Quand vous parlez de vision, il faut incarner la clarté. Et tant que le décalage subsiste entre la parole et la présence, vous parlerez, mais vous n'incarnerez jamais. Et si vous n'incarnez pas, vous serez peut-être suivi, mais jamais compris. Alors non, vous n'avez pas à abolir la peine de mort, c'est déjà fait. Mais vous avez, vous aussi, à abolir cette dissonance entre ce que vous dites et ce que vous êtes. À ne plus défendre des idées comme des objets extérieurs, mais en devenir l'incarnation vivante. Car dans votre vie aussi, il y aura des moments où tout se cristallise. Un instant suspendu où les mots ne suffiront plus. Des instants où l'on ne vous écoutera plus pour vos arguments, mais pour votre intégrité. Ce jour-là, tout se jouera dans le silence entre vos phrases, dans la manière dont vous tiendrez votre regard, dans la façon dont votre voix ne tremblera pas, dans la droiture avec laquelle vous assumerez ce que vous dites. Ce jour-là, on ne vous écoutera plus pour vos idées, mais pour la vérité qu'on lira dans votre posture. Vous serez face à votre équipe, à vos électeurs, à vos associés, et chacun, en vous regardant, se posera inconsciemment la même question. Est-ce que ce qu'il dit est lui? Et cette question-là, personne ne la prononcera, et pourtant tout le monde le saura. Ce jour-là, vous ne parlerez plus en professionnel, vous ne parlerez plus en stratège, vous ne parlerez plus en expert. Ce jour-là, vous comprendrez que la rhétorique n'est pas une affaire de style, que la force ne vient pas du beau mot, mais de celui qui est habité. Ce jour-là, votre rôle, votre autorité, votre leadership ne tiendront plus à ce que vous savez, mais à ce que vous êtes devenu. Et c'est là que se révélera le véritable orateur magnétique. Non celui qui parle mieux que les autres, mais celui dont la parole est devenue indissociable de l'identité. Ce jour-là, il n'y aura plus de mise en scène, plus de masque, plus d'artifice. Il n'y aura que vous face à ce que vous représentez et le monde qui ne jugera pas vos phrases, mais votre authenticité. C'est pour ce moment-là que vous devez vous préparer, pour cet instant précis où votre parole devra porter votre être et où si elle vacille, c'est tout votre rôle qui s'en ira s'effondrer. Alors, posez-vous la question, quand ce moment viendra, et il viendra, soyez-en sûrs, dans une salle de réunion, devant un conseil d'administration, au détour d'une interview, est-ce que vous serez prêt à devenir votre thèse? Si ce que vous venez d'entendre vous parle, c'est sans doute parce que, comme Badinter, vous portez vous aussi une thèse à incarner, une idée, une vision, une conviction qui vous dépasse, quelque chose que vous sentez juste, mais que vous n'avez pas encore su faire vivre dans votre parole. Vous savez, au fond, que votre voix pourrait aller plus haut, qu'elle pourrait faire plus que convaincre, qu'elle pourrait changer une salle, une décision, une direction. C'est précisément ce que nous faisons. Nous accompagnons des cadres, des dirigeants, des élus et des entrepreneurs à devenir leur propre thèse, à transformer une opinion en autorité, pas pour plaire, pas pour briller, mais pour être écoutés,
pour ce qui est dit et pour ce qui est vrai. Si vous sentez que vous êtes à ce moment-là, où vos mots ne suffisent plus, où il faut maintenant devenir la parole que vous prononcez, alors je vous invite à candidater à notre programme via le formulaire en description. Si votre profil correspond à ceux que nous accompagnons, nous prendrons le temps d'échanger sur votre situation. Et peut-être aurez-vous l'opportunité de rejoindre notre communauté de leaders, de visionnaires et d'orateurs. Ceux qui, comme Badinter, ne se contentent plus seulement de parler, mais bien de faire advenir leur vision de la réalité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aidera énormément le travail de la chaîne. Mais surtout, faites-moi savoir en commentaire quel est pour vous le plus grand discours qui a marqué l'histoire. Je vous révélerai peut-être la loi du discours magnétique qui lui est associée. À très vite.